Et vous avez reconnu le générique de notre émission Sépharim, les livres, conversation avec votre serviteur, Michel Zerbib, des écrivains, des auteurs que l'on croit connaître, mais que l'on va peut-être découvrir encore aujourd'hui, une des figures bien connues, des écrivains engagés, comme on disait à l'époque, polémistes à ses heures, et avocat de bonne cause constamment, un homme de médias, télévision, radio, presse écrite, et en même temps un contempteur du paysage politico-médiatique, un avocat en croisade, notamment contre le service public, qu'il requalifie sévice public, une plume trempée dans l'acier, comme disait le roi David, ce n'est pas par le glaive, mais aussi par la parole qu'on peut remporter toutes les batailles. Bonjour, bienvenue, Gilles-William Goldnadel. Bonjour Michel Zerbib, ravi d'être en face de vous. Et ça fait plaisir de vous recevoir dans le cadre de ces studios de Radio J. On croit vous connaître, puisqu'on vous voit beaucoup, notamment à la télévision. Beaucoup ne savent pas que vous êtes né, en fait, vous, un petit juif ashkénaze, on peut dire ça, en Normandie, et que vous avez souffert de l'antisémitisme, qui n'est pas l'antisémitisme dont on va peut-être parler tout à l'heure, mais l'antisémitisme à l'ancienne, quand vous étiez petit. Oui. J'étais pratiquement le seul juif de Gournay-en-Bray. Et donc, j'ai affronté l'antisémitisme de l'époque, qui était principalement un antisémitisme chrétien, catholique, basé sur le fait que j'étais censé avoir tué Jésus-Christ, et puis un antisémitisme aussi un petit peu ouvrier. Puis j'étais le seul juif, j'aurais été le bossu, j'aurais été bègue. Je crois qu'on se serait moqué de moi aussi, les enfants sont pas... Mais enfin, j'ai eu ça, et de ce fait, j'ai le cuir tanné. Le cuir tanné. Oui. Il vous en faut de ce cuir et de son tanné, justement, sur les sujets dont on va parler. Ce que je veux dire, c'est moi, je suis un juif du réel. Vous n'êtes pas un juif imaginaire. Je ne suis pas un juif comme Finkielkraut, qui se décrit très bien comme un juif imaginaire, qui a vécu dans Paris, qui n'était pas du tout la même chose. Donc, je regarde l'antisémitisme tel qu'il est, si vous voulez. Je ne suis pas dans le fantasme. Vous êtes issu d'ailleurs d'une famille de gauche, même communiste, il faut bien le dire. Ça, c'était un peu assez répandu dans les familles juives ashkénazes, surtout après la Seconde Guerre mondiale. C'était des juifs russes, c'était des juifs bessarabiens. Le Parti communiste, pendant la guerre, c'était, de ce point de vue-là, dans les banlieues où ils habitaient, assez bien conduit, aussi bien conduit d'ailleurs que les gendarmes, entre nous soit dit, tel que ma mère me le raconte. Si vous écoutez mon père, qui était en zone libre, et qui, lui, n'était pas communiste, les Français sont très mal conduits, mais si vous écoutez ma mère, des gendarmes jusqu'aux communistes, tout le monde, en vérité, ça veut dire que la vérité est complexe. La vérité est complexe, donc voilà, et moi, j'allais au fait de l'humanité. Et j'aimais ça, j'aimais bien. C'était une famille. Et c'était un peu un passé un peu nostalgique, on peut dire, cette époque. C'était après-guerre. Vous êtes né bien après la guerre, mais c'est quand même une c'est la période qui a très bien été expliquée dans Rouge Baiser, où tout le monde n'a plus la chance d'avoir un grand... Voilà, oui. C'était une période, où on se sentait plutôt en famille. Et puis après, avec la guerre des 6 jours en 67... ça a été la fin. Et on va en parler dans quelques instants de cette guerre des 6 jours, avec votre côté extrêmement important que vous n'oubliez pas, c'est le côté israélien, puisque vous êtes franco-israélien, Gilles-William Goldnadel. Alors vous nous revenez avec un manuel, un vadémécum de résistance au fascisme, je vous cite, d'extrême gauche, le fascisme d'extrême gauche, c'est aux nouvelles éditions de Passy. Sous-titre « Les fachos ont changé de côté ». Alors, vous dites assez drôlement, toujours dans votre style piquant, que ce manuel est interdit à la vente pour ceux qui n'ont pas compris que le fascisme aujourd'hui est situé à l'extrême gauche de l'échiquier politique, intellectuel et médiatique. Finalement, Gilles William, est-ce que c'est pas le mot facho, toi-même, en quelque sorte, les accusations de facho qui foisonnent de tous les côtés? Non, en vérité, il a fallu que je fasse une double concession. C'est bien sûr le mot fasciste dans sa conception dévoyée. C'est pas moi, sinon, j'ai tellement été agacé par l'utilisation du mot fasciste, alors que c'est une référence historique extrêmement précise, que c'est évidemment dans sa conception vulgarisée, telle qu'elle a été utilisée de manière totalement folle, justement par l'extrême gauche. Or,
si on regarde justement dans cette définition dévoyée, bon, le fascisme, c'est quoi? C'est la censure, c'est l'intolérance, c'est la violence de rue, c'est aussi l'antisémitisme et le racisme. Eh bien, à travers tous ces critères, je trouve que ça caractérise beaucoup plus la gauche radicale que la symétrie à droite. Ouais, on comprend ça. Alors vous dites que comme si cela était entendu. Et puis, je voulais dire aussi, l'autre concession, c'est les fachos ont changé de côté. Ça veut dire que le fasciste était d'extrême droite, historiquement, ce qui n'est pas vrai non plus. Mussolini était socialiste, et dans national-socialisme, il y a socialisme, et Hitler était entouré de types aussi d'extrême gauche. Les fascistes français sont issus de sûr, la gauche et du socialisme. Vous dites que Gilles William Goldnadel, comme ça, si c'était une évidence, vous écrivez, la gauche a perdu la bataille des idées. C'est sûr, ça? Ah oui, je pense, franchement, très sincèrement, autant elle est capable, notamment grâce à sa puissance médiatique, grâce à son amnésie totale pour les bêtises qu'elle a proférées 15 jours avant, grâce à son utilisation, à son goût du pathos, grâce à son audace, qui est à la fois un défaut et une qualité, elle est parfaitement capable de gagner la bataille de l'émotion. Mais la bataille des idées, que ce soit que vous regardiez sur le terrain économique, plus personne ne pense qu'un système socialiste est capable de changer le monde en mieux. J'ai coutume de dire que la gauche aime tellement les pauvres qu'elle les multiplie. Maintenant, sur le terrain même des discussions sociétales d'aujourd'hui, de l'immigration, de l'insécurité, de l'antisémitisme islamique, où que je tourne mon regard, et du terrorisme islamiste, où que je tourne mon regard, la bataille, elle est perdue pour eux. Pour eux? Oui. Si vous donnez quelques espoirs à ceux qui nous écoutent et qui ont l'impression que chaque jour il se passe quelque chose d'embêtant pour les juifs, pour le racisme, l'antisémitisme. Non, mais bien sûr. Non, mais vous parliez plutôt d'une bataille idéologique. C'est-à-dire que maintenant on sait dans quel camp est la vérité. C'est ça que vous voulez dire? Oui, non seulement dans quel camp est la vérité, mais en même temps, écoutez, moi je pense qu'un jeune aujourd'hui, le samedi soir quand il sort et qui veut plaire à quelqu'un, il vaut mieux, c'est pas indiqué, je lui conseille pas d'annoncer des idées d'extrême gauche. Ça plaît plus. Non, nulle part. C'est pas la mode. Non, c'est pas. Ça marche pas. Non. Ça marche plus. Gilles William Goldnadel, vous êtes l'un de ceux, et vous le détaillez dans ce livre, c'est pas anodin, mais vous aviez déjà écrit sur ce sujet, vous parlez de ceux qui osent parler de racisme, mais de racisme anti-blanc, qui n'existe pas apparemment pour cette frange que vous venez de décrire. Vous le dites d'ailleurs dans votre livre sur les Français ordinaires qui ont été victimes du terrorisme islamique, mais ceux-là on n'en parle pas, parce qu'ils n'ont, si j'ose pas dire, le privilège d'être juifs. Non mais vous savez, ce racisme anti-blanc, moi je l'ai... Quand j'ai commis le nouveau bréviaire de la haine sur la détestation d'Israël et des Juifs, j'ai terminé quand même, mon histoire elle n'est pas récente, elle doit avoir 20 ans, j'ai terminé quand même en expliquant que je pense que dans le petit blanc des banlieues, il était en passe de devenir le nouveau juif. Donc, et je dis aussi, j'affirme aujourd'hui que dans la détestation d'Israël, il y a moins l'antisémitisme, qui évidemment est toujours là, que la détestation de l'État-nation occidental qui se bat le plus, si vous voulez, à coups de griffe pour défendre sa peau. Je pense que si on ne voit pas que le juif aujourd'hui, le juif d'il y a justement, mes parents, etc., dont on parlait, ils étaient considérés comme des métèques. Céline décrivait le juif comme un nègre. Aujourd'hui, dans les banlieues ou dans le monde,
le juif et l'israélien, ils sont considérés au contraire comme des blancs au carré, en raison de leur succès. Des super blancs. C'était super blancs. Successful. Successful au plan militaire, au plan économique, au plan technologique. Ils sont vécus, et d'une certaine manière, nous sommes dans le même camp. Les juifs des banlieues ne sont que la pointe avancée la plus détestable que tous les petits blancs des banlieues. Voilà, la réalité, elle est là. Alors, on est avec vous, Gilles-William Goldnadel, dans cette émission Sépharim. On parle des livres, du livre. Peut-être qu'on parlera d'ailleurs des livres que vous aimez, des livres de chevet tout à l'heure. Mais je voulais peut-être revenir dans l'actualité. C'est une émission, évidemment, qui ne peut pas ne se passer de commenter cette campagne électorale. Je ne sais pas si c'est d'ailleurs une campagne très spectaculaire, mais l'irruption spectaculaire, en revanche, d'un Éric Zemmour en politique, les sondages élevés de Marine Le Pen. Il se trouve que vous les connaissez très bien. Ces deux-là sont-ils des dangers pour notre pays, comme on l'entend, à foison, y compris par les institutions juives de France? Je ne pense pas du tout. Je pense pas du tout. Alors, les deux sont tellement différents. Je les connais assez bien tous les deux. Éric Zemmour est un ami peut-être de 40 ans maintenant. Et ça fait 40 ans que je m'engueule avec lui. Notamment sur la question israélienne, sur la question juive. La question mémorielle, bien sûr. Sur la question mémorielle. Mais ce sont des conversations, ce sont des polémiques amicales. J'ai eu des polémiques même à la télévision avec Louis Cherdisson, etc., sur Pétain et compagnie. Mais ça n'en fait pas du tout. Ça ne le disqualifie pas pour vous, Zemmour, ce genre de position? Ça ne le disqualifie pas, mais je vous mentirais en disant que j'ai été particulièrement content de sa sortie sur les enfants sans l'air. Je lui ai dit, ça m'a fait beaucoup. Il a admis avoir commis une erreur. Oui, mais... Donc ça peut lui arriver d'admettre. Mais Éric est loin d'être épargné par le fait de dire de temps en temps quelques bêtises. À part vous et moi, je n'en connais pas des gens qui disent des bêtises. Voilà, exactement. Marine Le Pen, c'est différent. On peut voter, un juif peut voter Marine Le Pen, parce que vous avez vu un peu les oukases des dirigeants notamment de la communauté. C'est l'ambiance générale. Non, mais d'abord, bien entendu qu'un juif, s'il le souhaite, peut voter Marine Le Pen. Marine Le Pen n'a plus rien à voir avec son père, qui lui-même n'était pas un nazi. Même du temps de Jean-Marie Le Pen, parce que je n'aime pas galvauder le mot nazi, je n'étais pas content quand on le fasse. Donc, elle n'a plus rien à voir. Et son évolution à elle est prodigieuse, y compris sur la question israélienne. D'une certaine manière, par une sorte de paradoxe. Parce que ça, c'était pendant longtemps la politique du Front National, Renaissance Nationale, c'était de dire la politique Israël, c'est les territoires occupés, une politique pro-arabe. Vous pensez que ça a vraiment changé, ça? Non, le Front National, d'abord, a été pro-israélien. Ensuite, avec les bisbilles, avec les Juifs de France, ça a un petit peu changé parce que M. Le Pen est un sanguin. Ensuite, il y a eu un flirt avec les pro-syriens, les pro je sais pas quoi, etc. Mais aujourd'hui, Marine Le Pen a une attitude amicale envers Israël qui ne la lui rend pas d'ailleurs suffisamment en raison... Vous savez que vous allez choquer en disant ça, William Goldnadel. Mais vous aimez bien. Mais non, ne croyez pas du tout que j'ai plaisir à choquer. Je n'ai pas plaisir à choquer, mais je dis ce que je pense. Je dis que s'il n'y avait pas... Je ne suis pas le plus mal placé pour dire, par exemple, du temps de Benjamin Netanyahou, que s'il n'y avait pas eu des pressions du CRIF auprès des autorités israéliennes, Marine Le Pen, comme pour tous les partis républicains, aurait voulu aller en Israël, et que c'est d'une très grande sottise sur le plan politique de ne l'avoir pas fait. Mais moi, c'est le plus important pour moi. Mon principal reproche fondamental avec ce qui reste encore de communautés juives organisées, et principalement le CRIF, c'est de ne pas avoir compris, depuis 30 ans que je le dis, qu'il y a un danger majeur qui s'appelle l'extrême gauche, qui s'appelle l'islamisme. Et donc, vous voulez que j'en parle après de ça? On va en parler après, parce que quand on vous reçoit, je rappelle que nous sommes en compagnie de Gilles-William Goldnadel, son livre s'appelle « Le manuel de résistance au fascisme d'extrême gauche », aux nouvelles éditions de Passy, on parle avec vous, mais quand on parle avec William Goldnadel dans Sépharim, on ne peut pas se passer de parler d'Israël
de Jérusalem, Jérusalem Shel Zahav, Jérusalem d'or. On va entendre cette chanson peut-être que nos auditeurs ne connaissent pas tout à fait dans cette version. Voici une chanson que nous avons rapportée d'Israël, Jérusalem en or. Le vent qui vient de la montagne me parle d'autrefois. Derrière chaque pierre se cachent des peines ou bien des joies. J'entends battre le cœur des hommes qui dorment enfin sans peur. Il fallait que cette heure sonne après le temps des pleurs. Yerushalayim, ville d'or, ville de cuivre et de lumière, ton nom est dans nos rêves et nos prières. Yerushalayim, ville d'or, ville de cuivre et de... Jérusalem, ville d'or, de cuivre et de lumière. Vous avez reconnu Gilles William Goldadel qui chantait? Oui, les compagnons de la chanson, que j'aimais bien. Et je trouve que non, c'est bien de votre part. Un groupe aujourd'hui ne le chanterait plus. On peut plus entendre ça. On peut plus entendre ça. Même Adamo a changé les paroles d'Inch'Allah parce qu'elles étaient considérées comme trop pro-israéliennes. Mm-hmm. Voilà. Le soir de la victoire de la guerre des 6 jours, Rika Zaraï, à la télévision, devant Guy Lux, a chanté, je crois, la Tikva, à moins que ça soit... Non, Havanagila. Elle a chanté Havanagila. Tout le public a repris en chœur. Mmh. Ça n'existerait plus cela. Maintenant, non seulement en raison des changements démographiques, mais également du changement de mentalité et de la détestation d'Israël qui a fait son œuvre. Et vous aimez toujours, bien sûr, Israël. Je rappelle que vous avez la double nationalité, française et Israël. Ouais. On va parler aussi de votre côté français. On est dans une actualité aujourd'hui, au moment où nous enregistrons cette émission, il faut bien le dire, on vient de vivre pratiquement une quinzaine en Israël d'attentats en tout genre, plutôt marqués au sceau de l'État islamique, de Daesh, idéologie islamiste extrêmement dure. Ça vous inquiète? D'abord, ça me navre. D'abord, ça m'afflige. J'ai été très frappé. J'ai été évidemment très ému de voir que l'ensemble de la population israélienne était touchée, y compris par un druze musulman, un policier druze musulman qui a été tué. Oui. Ensuite, un formidable héros et martyr arabe israélien. Comment voulez-vous qu'on ne soit pas touché par cela? Et puis, ce qui m'a, non pas touché, mais évidemment particulièrement agacé, et je l'ai dit ourbi et torbi, où je pouvais le dire, et je crois quand même il y a eu des petites retombées en raison de mes colères, je vous le dis franchement, quand j'en ai parlé à la télévision, j'en ai parlé partout, dès que je pouvais coincer quelqu'un. Bien. Et c'est le fait que même lorsqu'il s'agit de l'État islamique, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus l'alibi nationaliste, puisque l'État islamique, il veut qu'il n'y ait pas d'État, où le monde entier doit être... Soit l'État islamique. Voilà, soit un État islamique. Eh bien, même dans cette occurrence, ça écorche, pardon pour l'expression, la gueule ou la plume des journalistes, que ce soit de l'AFP qui est redevenu l'agence France-Palestine, pardon pour ce cliché, que ce soit Le Monde, que ce soit beaucoup de médias, ils se sentent dans l'impossibilité d'appeler encore les types des terroristes, ils les appellent des assaillants, et lorsqu'ils donnent le mot terroriste, ils la collent de guillemets, ce qui veut dire... Alors, il n'y a plus avant, c'était aussi, on n'osait pas parler d'attentats islamistes en France, mais c'est plus ça. Ce qui veut dire qu'il n'existe qu'un seul État dans le monde où lorsque vous avez un terroriste
qui s'en prend à des civils, eh bien le mot terroriste reste banni. On n'est plus sur le terrain on est plus sur le terrain de la politique, on est sur le terrain de la déraison, de la haine. Je n'ai pas d'autre explication. La déraison, la folie. D'ailleurs, vous consacrez un chapitre dans votre manuel à la folie, la folie du monde. Alors, on pourrait en parler beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de sujets qui sont charriés dans votre petit opuscule, petit au sens, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de pages, mais c'est un livre très dense. On peut bien sûr parler de cette haine d'Israël, vous venez de le faire, dans cet Occident malade, vous lorgnez vers la gauche et notamment les mélanchonistes, un monde devenu fou, et vous, comme vous dites, vous pesez ces mots dans le livre, c'est le monde qui est devenu fou. Est-ce que vous n'êtes pas en train, J. William Gonladel, de psychiatriser le monde comme ça? Est-ce bien raisonnable? Écoutez, dans un monde déraisonnable, je pense qu'il est raisonnable d'inciter nos contemporains à regarder le monde sociétal, les manifestations médiatiques, sous un angle psychiatrique. Ça fait déjà plusieurs... Vous savez, quand j'ai écrit... Vous êtes une sorte de psychologue dans ce livre. Un coach personnel, on pourrait dire. Mais pardon, quand j'ai écrit Névrose médiatique, c'était déjà de la psychanalyse politique. Le sous-titre, c'est « Le monde est devenu une foule déchaînée ». Et j'expliquais, en reprenant les travaux de Freud et de Le Bon, que la manière... Les médias... et y compris les médias électroniques évidemment, créent un phénomène de foule. Les individus isolés entre eux, mais reliés électroniquement, se conduisent de manière folle, exactement comme une foule dans la rue. D'ailleurs, cette folie, elle n'est pas seulement dans la rue, phénomène de masse, elle est aussi, vous le dites bien dans le livre, je conseille à nos auditeurs de lire ces pages sur ce que vous dites, notamment du cinéma, de l'art, aujourd'hui en France, qui est marqué au sceau, selon vous, à la fois de la folie, de la bêtise. Alors, on arrive quand même à se dire que votre livre a cette peut-être efficacité, comme le pape Jean-Paul II le disait, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de quoi? Et vous utilisez le mot résistance. Est-ce que c'est pas un peu grandiloquent, Gilles William? Ah non, je pense pas. Non, pardon de vous le dire. Je pense que c'est un mot adapté à la terrible situation. On est dans une période folle. On est dans une période aussi d'occultation médiatique folle. Vous parliez du racisme anti-blanc. Je donne des exemples. Beaucoup. Où vous avez des massacres de blancs aux États-Unis. Évidemment par des non-blancs, des Syriens, des Noirs, ce que vous voulez, mais certainement pas des Blancs. Et dans ce cas-là, il y a un embargo total. Mais total, je donne des exemples. Boulder, Colorado, 12 morts, pas un mot en France sur le sujet. C'est complètement invraisemblable. Vous parlez du cinéma, entre les Césars français, où il y a une fille qui arrive et qui se met à compter les Noirs, et puis encore les Oscars. Il y a 2 jours où vous avez un type, Will Smith, qui monte sur la scène pour gifler un humoriste. Vous voyez dans quel état se trouve la société artistique. Une vraie folie. Juifs, sionistes, on l'a compris, franco-israéliens, tout ça, c'est important. Si on pouvait écouter un extrait de cette chanson fameuse. Revoir Paris, un petit séjour d'un mois. Revoir Paris et me retrouver chez moi, seul sous la pluie,
a remis la foule des grands boulevards. C'est joli ça. C'est magnifique. C'est Charles Trenet. C'est une de ses plus belles. Pourquoi vous vouliez qu'on écoute Mais cette musique? pour vous expliquer ma dualité totale. Vous savez, quand j'étais président de France, je suis encore président d'honneur, mais lorsque j'étais président de France-Israël à titre exécutif, j'avais créé la formule quand j'ai succédé au général Darmon que j'adorais. Mais je disais, quand je défends la France, je défends Israël. Et quand je défends Israël, je défends la France. Je dois vous avouer qu'à l'époque, je pensais davantage à Israël en danger qu'à la France. Aujourd'hui, il m'arrive de craindre encore davantage pour la France. Je suis fondamentalement attaché à ces deux pays. Fondamentalement. Fondamentalement. Voilà pourquoi je vous ai demandé de célébrer Jérusalem et de célébrer Paris. Voilà, Jérusalem, Paris, le petit livre que vous faites, qui s'appelle Manuel de résistance. Je dirais que c'est comme le petit livre pas rouge de Mao, surtout pas de Mao. C'est une aide à ceux qui veulent sans doute penser plus librement. Vous admettez que les lecteurs ne doivent pas prendre votre livre comme une injonction, c'est un mot à la mode, mais plutôt comme une méthode aussi pour survivre à tous ces phénomènes politiques et sociétaux. C'est un vade-mecum. Merci infiniment Gilles William Golnadel d'avoir été avec nous. Je recommande, on l'a compris, ce livre, petit livre par la taille, mais grand par la profondeur. Manuel de résistance au fascisme d'extrême gauche, les nouvelles éditions de Passy. Merci d'être venu dans Sepharim. Merci Michel Zerbib.